Konnichiwa minasan, Genki. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une autre vidéo sur le thème du Japon. Et c'est une vidéo où j'avais envie de me poser un petit peu et de discuter avec vous sur un sujet qui m'intéresse, qui peut possiblement vous intéresser ou vous aider, sachant qu'on va arriver vers le mois de décembre et puis il va y avoir les choix d'orientation, APB, etc., etc. Et donc en fait je voulais vous parler tout simplement de moi, ce que je fais comme étude, c'est-à-dire que moi je suis donc à l'université de Lille et je suis en LLCE japonais, donc j'apprends le japonais à l'université. Et donc comme c'est sur le thème du Japon et que ça peut vous aider, peut possiblement vous intéresser, je me suis dit que j'allais vous expliquer un peu à quoi vous attendre si vous voulez faire une LLCE japonais. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire LLCE? C'est langue, littérature et civilisation étrangère et régionale. Donc généralement on entend dire que c'est plus pour les littéraires. Et la LEA, donc la langue étrangère appliquée, que vous pouvez aussi faire en japonais, c'est plus pour l'économique. Donc voilà, bon après c'est beaucoup des préjugés, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de partir en LEA si vous voulez faire économique. Mais ça, j'expliquerai un peu plus loin dans la vidéo. Voilà, ensuite je voulais vous parler des cours, pour une petite définition générale. Donc moi, personnellement, je suis en licence 1 de japonais, sachant qu'ils ont créé une licence 0, donc je vous expliquerai un peu après aussi. Et j'ai environ entre 15 et 16 heures de cours par semaine. Donc j'ai tout d'abord des cours de linguistique, des cours de grammaire, des cours d'exercice, des cours de traduction de texte, des cours d'histoire, des cours d'expression écrite, expression orale, des cours d'idéogrammes, parce qu'il faut les apprendre, et d'autres versions mais plus ciblées sur la grammaire. Et pour finir, j'ai pour la première année, l'UE10, vous n'avez pas le choix, et l'UE9, c'est moi j'ai choisi une langue. J'aurais pu prendre par exemple anglais, langue appliquée, mais j'ai pris juste une autre langue, donc j'ai pris anglais basique, normal. Et j'ai aussi des cours d'interculturalité dont j'ai pas eu le choix. Mais bon, on va pas parler de ça puisqu'on va parler principalement des cours de japonais, puisque les options ça dépend vraiment de ce que vous choisissez, de ce que vous prenez, selon si vous êtes pris ou pas, parce qu'il y a des tests aussi à passer pour partir par exemple en anglais langue d'appui. Tout d'abord je voulais vous parler plus généralement des cours, comment ça se passe les cours. On va commencer par les cours magistraux. Alors il faut savoir que par exemple en L1, je sais qu'en L0 ils sont beaucoup plus nombreux. Plus les années augmentent, moins il y a de personnes dans les classes. Il y a plein de gens qui abandonnent, parce que c'est pas si facile que ça au final. Mais on n'est pas tant que ça en L1, on est à peu près entre 60 et 70. Donc en fait les cours magistraux c'est pas aussi... c'est pas comme dans l'idée où on s'en fait, où il y a des gens partout, il faut absolument se mettre devant sinon on n'entend rien, et puis c'est pas possible. Non, en fait on n'est pas tant que ça. Et donc honnêtement ça va pour ce qui est d'entendre le cours, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est d'avoir des places à l'avant, il n'y a pas de problème. Après ça dépend si vous voulez vraiment être tout devant ou pas. Et aussi les cours magistraux c'est pas aussi effrayant qu'il y paraît parce que ça dépend aussi vraiment des professeurs. Je sais que par exemple en linguistique c'est vachement interactif. C'est-à-dire que la prof vient beaucoup nous parler, elle nous pose des questions, on doit lui répondre et on construit le cours un peu comme ça. C'est pas réellement un cours magistral en fait, mais ça se fait dans un amphi. Et après on a d'autres cours un peu moins intéressants. Par exemple les cours d'histoire du Japon, je sais que c'est vraiment juste le professeur qui nous fait son cours et il faut copier et ça va très très vite et il faut réussir à suivre. Voilà, donc ça c'est un petit moins, mais après ça dépend aussi de quel cours vous intéresse. Si vous êtes passionné par l'histoire du Japon, voilà. Ensuite les TP, j'ai mis que généralement on est séparés en 2 TP. Les L0 ils sont séparés en plus de TP parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, mais généralement pour les autres années je pense que c'est 2 TP. Si vous êtes assez nombreux c'est 2 TP. Ce qui aide quand même à bien séparer la classe, parce qu'en début d'année on n'avait qu'un seul TP, on était 70 dans une classe, ça fait beaucoup. Si vous n'êtes pas devant, si vous vous retrouvez derrière par malheur, vous ne pouvez pas suivre le cours, c'est une horreur. Donc 30 par classe, c'est tout à fait correct. Ça permet d'un peu plus participer, même si ça reste limité. Faut pas hésiter à lever la main et à participer de vous-même, parce que sinon vous participerez quasiment pas. Enfin 30 par classe c'est quand même beaucoup, on peut pas faire participer tout le monde voilà, de manière régulière. Donc il faut participer, n'hésitez pas, de toute façon il va rien se passer. Hein. Alors un autre point que j'ai noté sur les cours, c'est le fait qu'on a un seul cours qui nous est disposé, est-ce que ça se dit? Bref, on a un seul cours qui nous est fait en japonais totalement, sinon tous les autres cours sont faits en français. Donc ça peut changer de... Je ne sais pas comment ça se passe les cours de japonais au lycée, parce que je ne l'ai pas appris au lycée, je l'ai appris d'une autre manière personnellement. Mais je sais que moi j'ai toujours été apprendre le japonais en japonais, parce que dans ma tête, tu veux apprendre une langue, tu l'apprends dans la langue, tu l'apprends pas en français. Ça ne marche pas. Et ça nous fait moins pratiquer, on entend moins, on participe moins en japonais. C'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Peut-être que dans notre université c'est pas pareil, oui, parce que je parle que pour l'île 3. Je
parle pas pour les autres universités, je sais pas du tout comment ça se passe ailleurs, hein, bien évidemment. Et je parle aussi pour moi, licence 1, qui est ma première année, donc je connais pas non plus pour les licences d'après ou pour la licence 0. Ça, voilà. Et oui, aussi, un petit défaut, je sais pas si on peut dire que c'est un défaut, mais en gros, bon, ils ont créé une L0 parce qu'il y a un assez grand fossé entre la L1 et la L2. Et donc, pour ceux qui étaient vraiment trop débutants, la L1 en fait, ils se retrouvaient avec des gens qui avaient quand même un assez bon niveau parce qu'ils l'avaient fait par exemple au lycée, et des gens qui étaient vraiment débutants. Donc, ils ont créé une licence 0 pour les débutants. Et on a un petit test normalement à passer à la rentrée pour savoir si on va en L0 ou en L1. Le problème, c'est que du coup, ils estiment que en L1, c'est des gens qui ont déjà fait la L0 et qui ont déjà été à l'université en japonais. Alors qu'il vous suffit de quand même connaître quelques bases pour pouvoir passer le test et arriver en L1. Du coup, ils prennent pas trop en compte qu'il y a des gens pour qui c'est la première année. Je sais que j'ai des amis qui ont passé le test de justesse et qui ont eu beaucoup plus de mal parce qu'elles n'avaient pas eu d'année auparavant en licence de japonais. Et donc, oui, il y a aussi, faut s'attendre à comment sont les cours en fac. C'est pas les mêmes cours qu'au lycée, c'est pas du tout la même chose, les cours sont pas donnés de la même manière. Donc voilà, petit défaut. Et aussi, pour ceux qui, par exemple, sont très doués à l'oral, mais pas à l'écrit, ça, c'est pas très bien. Faut travailler vraiment les deux et pas délaisser l'écrit ou l'oral. Parce que je connais des gens qui ont dû aller en L0, alors qu'ils ont un très bon niveau à l'oral, meilleur que le mien, alors que je suis en L1, donc ça veut dire que j'ai quand même déjà un petit niveau. Et qui se sont retrouvés bloqués parce qu'ils ne connaissaient pas l'écrit, ils ne connaissaient pas les kanji, ils ne connaissaient pas bien leur écrit, leur grammaire, et ils sont bloqués en L0 pour une année. Donc c'est un peu dommage de rater une année parce que vous êtes laissé aller. Voilà. Autre chose, j'ai dit que les cours étaient vraiment différents de ceux au lycée ou à l'école auparavant. C'est-à-dire que les profs ont tendance à vous donner les cours, à vous donner les informations, et à moins que vous alliez leur demander, il n'y a pas plus d'explications que ça au final. C'est vraiment de l'apprentissage par cœur. Ils vous demandent d'apprendre par cœur, tout simplement. Vous pratiquez aussi, il y a des cours où on pratique bien évidemment, mais c'est vraiment les kanji, il faut les apprendre par cœur, tous les verbes, les conjugaisons, c'est de l'apprentissage par cœur. Ils vont pas, c'est une semaine, ils vous disent pour la semaine prochaine, il faut que vous maîtrisiez ça, et vous devez l'apprendre par vous-même, donc apprendre par cœur par vous-même. Donc c'est un petit peu dommage sur ce point-là, mais c'est comme ça, l'université, il ne faut pas s'attendre à ce que les profs soient derrière vous et vous êtes plus que ça en fait. Il faut vraiment vous mettre et vous travailler par vous-même si vous voulez réussir. Il y a quand même pas mal de points positifs à la LCE japonais. Par exemple, ça permet une ouverture d'esprit parce que je sais qu'on a des cours donc, de littérature, langue, civilisation. Donc ça nous apprend beaucoup sur la civilisation, tout ce qui est cours d'histoire. Si ça vous intéresse vraiment, c'est passionnant en fait, ça vous aide à connaître plus sur la culture, la civilisation, la mythologie japonaise. Je sais que ça c'est un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup aussi. C'est vraiment intéressant à connaître si ça vous intéresse le japonais. Hein aussi, il y a des cours qui sont très très intéressants. Je sais que j'adore les cours d'expression écrite ou de traduction de texte parce que ça vous force vraiment à vous exprimer, à essayer à... Comment dire, vous sentez que vous progressez en fait parce que vous vous entraînez et vous êtes obligé, vous pouvez pas, voilà, c'est pas des trucs qu'on copie sur internet ou quoi, donc il faut vraiment se forcer à s'exprimer et ça franchement c'est des cours que j'adore parce qu'on voit la progression en fait. Petit à petit, au fur et à mesure qu'ils vous rendent les copies, vous sentez que vous avez progressé, vous sentez que vous écrivez des textes de plus en plus longs, vous avez moins de mal à traduire et ça c'est top. Ensuite, un autre point positif de la licence de japonais, c'est que finalement 15-16 heures, en fait ça fait pas tant d'heures que ça par semaine. Bien sûr il y a beaucoup de travail personnel à fournir selon si vous mémorisez plus ou moins vite, mais ça vous laisse quand même du temps pour réviser de votre côté, pour je sais pas, pour vous-même en fait, vous pouvez faire d'autres activités à côté, avoir un petit boulot, voilà, et en fait ça aide aussi à pas saturer des cours je trouve, parce que si ça a trop d'heures par semaine, je sais que moi j'ai tendance à avoir du mal. Ça fait quand même du bien de s'aérer le cerveau aussi de temps en temps. Donc moi ça m'arrange beaucoup de ne pas avoir tant d'heures que ça par semaine. Après tout dépend, il y a des gens pour qui ça ne dérange pas d'avoir une semaine complète, hein, voilà. Alors maintenant on va passer au point négatif de la licence de japonais. Et là, c'est ça parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de points négatifs que positifs. Pourtant j'adore ça, hein, si vous voulez faire ça, je vous conseille aussi, hein, mais il y a quand même pas mal de points négatifs. C'est-à-dire que déjà les cours en français, pour moi c'est pas possible, je veux dire, il y a des cours bien sûr, genre l'histoire, c'est pas possible de nous les faire en japonais, mais il y a certains cours, les cours d'exercice, les cours d'idéogramme, on pourrait nous les faire en japonais, ça aiderait à pratiquer, mais non, c'est pas, ils le font en français, je ne sais pas. Et aussi la participation orale, c'est pas possible, 1h30 par semaine de participation orale, c'est pas suffisant, sachant qu'on est 30 dans la classe, on participe pas tous de manière équivalente, parce que c'est à qui lèvera la main et voudra participer.
on n'a pas tant que ça de compréhension orale. Les exercices de discussion sont un peu mal faits, c'est des phrases toutes faites qu'on a juste à redire, rebalancer toutes faites, toutes prêtes comme ça en changeant juste un mot ou deux, donc c'est pas vraiment... Je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme de la pratique orale, donc je trouve que c'est vraiment mal fait sur ce point-là, c'est pas suffisant. Ensuite oui, pareil, il faut travailler et l'écrit et l'oral, parce que du coup l'oral est un peu délaissé, mais il faut aussi travailler votre écrit, et un point qui est très difficile, je sais que j'ai des amis qui m'ont dit qu'elles avaient du mal, ils vous en demandent beaucoup de par cœur, c'est beaucoup de bourrage de crâne, c'est les verbes, les conjugaisons à apprendre par cœur, les kanji, c'est 20 nouveaux kanji à apprendre par cœur par semaine, donc comment les dire, leur sens, dans quel mot les utiliser. Donc soit vous prenez de l'avance par vous-même et vous vous mettez à fond dans le travail personnel, soit vraiment il y a un moment, si vous prenez du retard, ça devient vraiment difficile. Voilà, c'est plus 20 par semaine, ça fait quand même énorme. Si vous avez du mal, si vous avez des lacunes à l'écrit, franchement, c'est pas top. On va passer au point travail personnel, ce que je considère comme ce qu'il faut en travail personnel. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, on a 15 heures par semaine, il faut travailler 3 fois plus à la maison. Ça dépend vraiment des individus, ça dépend comment vous gérez votre temps, ça dépend comment vous mémorisez. Ça dépend vraiment en fait. Si vous avez plus de lacunes à l'écrit que les autres, oui, il va falloir plus travailler la mémorisation, plus travailler retenir les kanji si vous avez plus de mal. Si vous avez plus de mal à l'oral, il va falloir plus travailler l'oral. Alors que moi par exemple, je sais que les kanji, j'adore ça et j'ai pas trop de problèmes de mémorisation. En plus, j'ai pris de l'avance par moi-même les années précédentes. Et du coup, genre, j'ai pas 20 kanji à apprendre par semaine, j'en ai 4, 5. Parce que j'ai déjà pris de l'avance et la plupart je les connais déjà. Donc j'ai pas 50 heures par semaine à travailler par moi-même. Voilà, après il y a des devoirs qui prennent plus de temps que d'autres, il y a des gens qui ont plus de mal, ça dépend vraiment en fait de vous. Oui, il y a du travail personnel, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'heures qu'il faut pas fournir de travail. C'est pas des vacances, il suffit du moindre relâchement, vous prenez du retard et ça va être vraiment difficile à rattraper. Et pour les examens, voilà, faut pas, il suffit d'une matière ou deux, je sais qu'il y a des gens qui ont validé pas mal, qui ont validé quasiment toute leur matière et juste pour une matière ou deux, ils doivent refaire toute leur année. Donc c'est vraiment dommage de gâcher un an juste parce que vous êtes un peu laissé aller en vous disant oui, il n'y a pas beaucoup d'heures, oui, je vais pas beaucoup travailler. Il faut fournir des efforts, vraiment. À l'écrit, à l'oral, je pense qu'il faut essayer de maintenir un niveau à peu près équivalent en oral et en écrit. Moi je sais que j'ai beaucoup plus de mal à l'oral qu'à l'écrit, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de mal à parler. En plus on le pratique beaucoup moins, c'est beaucoup moins facile à pratiquer. Donc à moins que vous soyez vraiment fan d'animés, de films ou quoi, et que vous pratiquez, que vous connaissiez des japonais et qui vous parlez régulièrement, c'est plus difficile à pratiquer l'oral. Autre point, est-ce que je vous recommande de partir en LLCE japonais ou pas? En fait, oui, je vous recommande ça si vous voulez apprendre le japonais et si vous êtes passionné par la langue, par la culture, que vous voulez vraiment l'apprendre, que vous êtes prêt à faire des efforts, à travailler, que vous vous dites pas que c'est pour des vacances. Parce que j'ai des amis qui sont en LLCE japonais parce qu'elles savaient pas trop quoi faire, qu'elles aimaient le japonais. Mais il faut pas prendre ça juste parce que vous aimez les animés. Vous n'allez pas vous en sortir. C'est pas juste 15 heures par semaine, j'aime les animés, oui, le japonais ça peut être pas mal. Voilà. Après, il faut savoir que même si vous faites ça en dernier, vous prenez ce choix en dernier recours, va falloir travailler, va falloir fournir des efforts. Ça va pas être facile tous les jours. Donc prenez pas ça si vous vous dites bah, c'est pas grave, je vais pas fournir beaucoup d'efforts. Mais par contre, si vous voulez vraiment en apprendre plus sur la culture, la langue, ça peut vous aider aussi beaucoup. Si vous n'êtes pas capable d'apprendre par vous-même, en autodidacte, de vous fixer, vous avez besoin de règles, en fait, de vous dire oui, je suis obligé de rendre tel truc ou d'apprendre telle chose pour telle date, ça peut vraiment vous aider à apprendre le japonais. Et aussi, si vous voulez faire quelque chose qui est plutôt large et qui n'est pas tout de suite professionnalisant et que vous voulez vous spécialiser plus tard en faisant un master quelconque, oui, je vous le recommande, c'est vraiment bien, c'est vraiment pratique pour apprendre le japonais. Après, il y a d'autres manières de le faire. Vous pouvez aussi l'apprendre en autodidacte. Moi, j'ai principalement appris aussi d'une autre manière qu'au lycée, mais bon, je vous expliquerai peut-être une autre fois comment j'ai appris moi personnellement le japonais, mais je sais que j'ai fait une partie aussi en autodidacte. Et voilà, vous pouvez aussi le faire à côté de vos études, si vous avez le temps, si vous savez comment vous y prendre et que vous savez vous en sortir. Oui, aussi, je voulais parler des débouchés, parce que on a l'impression au final qu'il n'y a pas tant de débouchés que ça. C'est ça qui m'avait fait hésiter à choisir le japonais, c'est que j'avais vu qu'il n'y avait pas tant de débouchés que ça au final. Il y a aussi une différence entre LLCE et LEA. LEA, on me dit que c'est plus généralement pour le commerce, c'est une double licence, donc vous avez aussi la moitié des cours en anglais. Il y a des matières d'économie, de socio-économique, voilà. Alors que LLCE c'est plus littéraire, comme je l'ai dit. Et généralement on entend dire que LLCE c'est plus pour les débouchés du genre traducteur, professeur, voilà, en fait journaliste. Donc voilà,
c'est quand même assez restreint en fait. On a l'impression qu'en LEA il y a beaucoup plus de débouchés. Mais au final, comme je disais, c'est pas quelque chose qui est réellement professionnalisant. C'est-à-dire que vous pouvez continuer dans le journalisme de la traduction en faisant un master de japonais, vous pouvez tout à fait faire ça, mais vous pouvez aussi choisir de faire un master en autre chose, parce qu'il y a des options aussi qui sont apportées à côté de vraiment la licence de japonais, qui vous permettent de vous ouvrir aussi sur d'autres choix, hein, d'autres options. Par exemple, je sais qu'il y a une option commerce qui existe à Paris, commerce international, en même temps que la LLCE, donc ils ne vous forcent pas à faire LEA. Parce que moi je sais que je ne tiendrai pas en LEA parce que les cours en anglais ça m'intéresse pas. Et les matières réellement économiques, oui, mais je veux garder aussi le côté littéraire qui m'intéresse énormément. Du coup, pour ceux qui sont plus comme moi, l'option commerce, j'y suis pas, donc je ne sais pas comment ça marche. Je sais que j'aimerais bien la faire. Voilà, donc je pense que ça peut être vraiment intéressant, surtout que ça vous donne un diplôme qui est utile après. Et vous pouvez continuer, comme moi j'aimerais bien continuer, sur un master de commerce international. Voilà, et je me dis que c'est ça où... C'est pas comme faire une école de commerce, vous voyez, genre faire une école de commerce, faut vraiment tenir les 3 ans. Là, vous avez toute la partie langue, toute la partie intéressante. Et ils font plein d'autres options, si vous cherchez bien, dans les universités qui sont près de chez vous, qui proposent la licence de japonais. Normalement, vous pourrez avoir probablement des options qui peuvent, je ne sais plus parler, qui peuvent vous intéresser, et donc qui peuvent vous permettre après de choisir un master différent que vous voulez. Donc c'est pas tellement restreint que ça en fait. Faut pas penser que si vous faites ça, vous allez seulement finir prof, seulement finir traducteur. Non, vous pouvez vous ouvrir à plein de perspectives en fait. C'est vraiment pas tellement professionnalisant. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire après ça. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, tout ce qui me venait en tête sur la LLCE japonais. Après, si vous avez d'autres questions, si vous voulez savoir d'autres choses plus précises en fait, d'autres points plus précis, vous pouvez le demander en commentaire. J'essaierai de répondre à vos questions. Et puis s'il y a trop de questions, on verra, je ferai peut-être une vidéo spéciale pour répondre à vos questions si vous avez, voilà, ou etc. Et peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous faire une vidéo de comment moi j'ai appris le japonais, sachant que je ne l'ai pas appris au lycée. Je l'ai appris d'une autre manière et je l'ai appris de plusieurs manières différentes. J'ai testé plusieurs programmes d'apprentissage, école de japonais, autodidacte. Je pourrais vous donner tous mes petits conseils et aussi si vous voulez des vidéos plus précisément de conseils pour bien réussir le japonais. Par exemple, je sais qu'il y a des techniques spéciales pour mieux retenir les kanji ou pour mieux retenir de manière générale le vocabulaire ou quoi. Je pourrais vous donner mes petits conseils, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Hein, et donc voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça m'aide à savoir si vous avez apprécié la vidéo, si vous aimez ce format, quand je m'assois et que je vous parle un petit peu plus sérieusement, quand je vous raconte des trucs. J'espère que ça vous a été utile aussi, que ça a pu vous aider à faire un choix, à savoir un peu mieux qu'est-ce qui en ressort en fait d'une licence de japonais, parce qu'on peut souvent avoir une image un peu fausse où on ne sait pas exactement à quoi s'attendre, on s'imagine des choses qui ne sont pas vraiment réelles. Voilà, donc aussi n'hésitez pas à partager parce que au point où on en est là, le début de la chaîne, ça ferait vraiment extrêmement plaisir, ça nous donnerait un petit coup de boost, ça nous ferait vraiment genre, vraiment ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de nouvelles personnes qui découvrent ça. Si ça peut vous aider, j'aimerais vraiment que, genre, que ça puisse aider un maximum de personnes à se faire une idée, par exemple là sur ce que c'est que la licence de japonais, si vous voulez le faire ou pas. Vraiment, genre c'est vraiment important, donc voilà, oubliez pas ça. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, donc il y a nos réseaux sociaux en petite barre d'infos, voilà. Et voilà, ça nous fait plaisir aussi. Donc, à la prochaine pour une prochaine vidéo sur le japonais.